Bien, nous allons reprendre le cours de nos travaux. Je suis heureux maintenant d'introduire Pierre-Henri Tavoyot. Pierre-Henri Tavoyot est philosophe, maître de conférences en philosophie morale et politique à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Il a publié un très grand nombre d'ouvrages, je voudrais en citer quelques-uns, et seulement les derniers. Voulons-nous encore vivre ensemble, chez Odile Jacob en 2024, La morale de cette histoire en 2020, et Comment gouverner un peuple roi, toujours chez Odile Jacob en 2019. Pierre-Henri Tavoyot nous présente une communication intitulée « Souveraineté et état de droit ». Pierre-Henri, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais présenter mes excuses avant de commencer, parce que je vais devoir partir vraiment à l'heure, parce que j'ai un cours. Donc, désolé de ne pas pouvoir vous écouter, mais j'ai écouté la précédente communication et j'ai quelques scrupules à interrompre cette discussion tout à fait passionnante. On va aller dans un autre registre. Donc l'objet de cette petite présentation porte sur la thématique de la souveraineté qui est au cœur de bien des débats de philosophie politique actuelle, mais aussi dans l'actualité politique. Et je voudrais très simplement présenter, au fond, la manière la plus simple et la plus directe de définir cette souveraineté par cette formule: le souverain, c'est le plus grand, celui qui l'emporte sur tous les autres. Et évidemment, dans ce contexte, la figure de Dieu et du Dieu juif s'impose comme étant la matrice essentielle de cette idée de souveraineté. D'ailleurs, si on la compare à la figure des dieux de l'Antiquité, il faut bien remarquer qu'effectivement, dans les dieux de l'Antiquité pouvaient être qualifiés de l'appellation de roi, de monarque, mais ils n'avaient pas tous les attributs de cette souveraineté, donc de cette hauteur ultime, suprême, qui engageait la toute-puissance, l'omniscience, la bonté, l'éternité, la création des vivants, des idées, des lois. Parce que les mythes, au fond, antiques nous racontent que, d'abord, ces dieux ont une naissance. Et par définition, quand on n'est pas éternel. C'est la grande différence entre l'immortalité, on naît et on ne meurt pas, et l'éternité, on ne naît pas et on ne meurt pas. Par ailleurs, tous les mythes nous racontent les péripéties de la vie des dieux qui témoignent du fait que tromperie, ruse, manipulation, querelle témoignent du fait que, manifestement, ces dieux ne sont pas caractérisés par ni la bonté, ni l'omniscience, ni d'ailleurs totalement l'omnipotence. Et donc, la figure du Dieu tout-puissant, omniscient, s'impose effectivement avec le judaïsme. La puissance des dieux anciens est ordonnatrice, le cas échéant. Ils arrivent dans un monde en général assez chaotique et leur puissance est ordonnatrice, mais certainement pas créatrice. Et par contraste, on mesure en effet l'ampleur de l'innovation conceptuelle que représente l'invention judaïque de Dieu, supérieure en tout, que ce soit d'ailleurs sous la forme de l'énothéisme, supérieur aux autres, ou sur celle du monothéisme, le seul Dieu dans le second Isaïe. Cette souveraineté éternelle de Dieu pose évidemment un problème philosophique majeur, métaphysique majeur. Si Dieu est tout, pourquoi le monde ? Qu'est-ce qu'il reste ? Si Dieu est éternel, pourquoi la Genèse ? Et si Dieu est bon, pourquoi le mal ? Question classique. Cette difficulté est résolue entre autres par la très belle théorie du Tzimtzum qui implique que la puissance divine est telle qu'elle peut logiquement faire le choix de prendre le risque calculé, on est quand même dans l'omniscience, de l'impuissance ou plus exactement du retrait. On pourrait dire les choses de manière un peu simple. Contrairement à la mère juive, Dieu accepte de laisser de la place pour permettre à ses enfants de grandir. Voilà, c'est sa plus grande qualité. Et éventuellement de faire des grosses bêtises, parfois de très 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 grosses bêtises. Cette idée est très profonde parce qu'elle enrichit considérablement, et c'est très intéressant de noter que l'idée de souveraineté naît avec cette idée d'une possibilité pour cette souveraineté d'être dans une logique de retrait. Passionnant parce que, au fond, on a cette image d'une puissance toute puissante, capable néanmoins, par définition, de s'auto-limiter.
Et on a là, je crois, le concept très profond et très puissant de souveraineté que l'on va essayer, ça sera l'objet de cette petite présentation, de suivre à travers son histoire dans la réinvention de cette idée de souveraineté en philosophie politique avec Jean Bodin, puis son application dans les théories de la démocratie et les débats contemporains sur la souveraineté aujourd'hui. Alors, si on revient à la définition souveraineté dans la philosophie politique, en effet, souverain, c'est le plus grand, ceux qui emportent sur tout. Ça peut concerner d'ailleurs l'existence individuelle. C'est ce que les philosophes appelaient le souverain bien, c'est-à-dire le but ultime qui doit guider nos vies. Pour Aristote, c'est le bonheur. Pour Épicure, c'est le plaisir. Un plaisir dont on sait qu'il est très déflationniste dans les définitions, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, ne pas avoir froid. Pour les stoïciens, c'est la vertu qui constitue donc le plus haut but de l'existence. Dès qu'on passe à la vie collective, eh bien, le souverain désigne le pouvoir suprême. Et c'est là, si je puis dire, que les choses deviennent complexes, parce que comment le définir, ce pouvoir suprême? Et il revient incontestablement à Jean Bodin, la définition la plus claire de cette souveraineté politique. Alors, dans son fameux traité « Les 6 livres de la République », qui date de 1576, Bodin définit la République comme un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Voilà la définition canonique que tout étudiant de philosophie politique doit avoir immédiatement en tête, la définition canonique de la souveraineté et de la République, un droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun avec puissance souveraine. Et évidemment, comment définir cette puissance souveraine? La réponse de Bodin est purement analytique, avant d'être normative. Il dit, voilà, le concept n'a de sens que si on l'envisage, que ceux-là, je cite Bodin, qui sont souverains, ne soient aucunement soumis au commandement d'autrui. C'est pourquoi, ajoute Bodin, la loi dit que le prince est absous de la puissance des lois. Pour résumer les choses très simplement, il n'est pas soumis aux lois qu'il n'a pas faites parce qu'il ne les a pas faites, et il n'est pas soumis aux lois qu'il a faites parce qu'il les a faites. Donc il n'est pas soumis aux lois. De deux choses l'une, soit la souveraineté est absolue, soit elle n'est pas. Voilà. L'argument est très puissant. On objectera qu'avec une telle définition, on pourrait être un peu dubitatif à l'égard du fait que cette idée de souveraineté, qui peut valoir dans le domaine divin, puisse avoir une quelconque application pratique sans danger dans le domaine des humains. Et de certaine manière, on pourrait dire, renonçons à cette idée de souveraineté, ce sera d'ailleurs l'argument des libéraux, à certains égards, renonçons à l'idée de cette souveraineté parce qu'elle est évidemment porteuse d'un absolutisme qui sera potentiellement totalitaire, même si le mot n'existe pas à l'époque. C'est là où la deuxième dimension de la souveraineté, cette idée d'autolimitation, ressurgit. Parce que même dans la conception de Bodin, le souverain a tous les droits, sauf celui de cesser d'être souverain. Et ça l'engage beaucoup. Ça me rappelle ce que vous disiez tout à l'heure sur Saül, et cette dignité, en quelque sorte, qui l'obligeait. En vérité, le fait même d'être souverain, pour un humain, d'ailleurs comme pour Dieu, est un engagement puissant, profond, qui implique non pas des lois extérieures, mais des lois intérieures. Et si le souverain ne peut pas cesser d'être souverain, c'est qu'il doit respecter effectivement les lois, les règles, les conditions de possibilité transcendantales qu'il fait de lui ce souverain. Alors, dans l'Ancien Régime, et Bodin le formule très bien, le monarque, aussi absolu soit-il, ou fût-il, était malgré tout soumis à un certain nombre de règles. Il n'avait pas le droit de mettre en cause le domaine royal, d'aliéner le domaine royal, comme on disait. Il n'a pas le droit du tout de modifier les règles de succession, qui ne dépendaient pas de lui. Et puis, on l'oublie souvent, il n'a pas le droit d'abdiquer.
Mais non, il n'a pas le droit d'abdiquer parce que l'abdication d'un élu, si je puis dire, serait en quelque sorte une démission. Alors évidemment, si le peuple vote pour lui, vous avez le droit de démissionner, mais si c'est Dieu qui choisit, l'abdication va être effectivement très problématique. Donc en droit, le roi n'a pas cette possibilité d'abdiquer. Il y a d'autres moyens de partir, l'assassinat, voilà, plein de choses comme ça, mais en tout cas, pas d'abdication en tout cas. Donc, de ce point de vue-là, Bodin nous rappelle que cette souveraineté est un engagement, une autorité de service. On trouve cette idée à la fois dans le Talmud et puis chez Augustin, par exemple, ou chez saint Paul. Il n'est en la puissance du prince du monde de lever impôt à son plaisir, dit Bodin, sur le peuple, non plus que de prendre le bien d'autrui. Donc, vous voyez, ce souverain réputé absolu est en vérité extrêmement contraint par son devoir de souveraineté. Cette idée est très puissante parce qu'elle montre que la puissance souveraine coexiste immédiatement avec l'idée d'une autolimitation. Et c'est une thématique que l'on va retrouver à peu près systématiquement dans les grandes théorisations de la démocratie. L'idée de Bodin va mijoter dans son pot, comme disent les Suisses, jusqu'à la Révolution française, avec toute une série d'aménagements. Et la Révolution française va faire advenir cette idée d'une souveraineté, non pas descendante du divin, mais d'une souveraineté du peuple. Le peuple souverain. Avec immédiatement ce risque extrême que perçoivent les libéraux, c'est que cette souveraineté du peuple peut être potentiellement extrêmement périlleuse. Parce que, d'une certaine façon, la souveraineté issue de Dieu vient du fait que le souverain terrestre est toujours limité, certes, par Dieu et par toute une série de contraintes, alors qu'une souveraineté... Et puis, par ailleurs, ce Dieu, qui n'est pas toujours présent, c'est peu de le dire, voilà, on peut, disons, lui faire dire beaucoup de choses. La souveraineté du peuple, elle est d'un potentiel absolutiste totalement délirant. Parce que le peuple, il est là. En tout cas, sans être là directement, vieille question de savoir qui est le peuple, les usurpations du nom du peuple peuvent être innombrables et très concrètes. Et donc, grande méfiance à l'égard de cette idée de souveraineté, mais qui va être néanmoins réinvestie dans la démocratie, avec cette idée qu'au fond, un peuple souverain a tous les droits, il est souverain, sauf celui de cesser d'être un peuple. Et ça l'engage beaucoup, en vérité. C'est une contrainte interne qui limite considérablement ce sujet de dissertation qu'on donne souvent. Est-ce qu'en démocratie, la majorité a tous les droits? Est-ce qu'en démocratie, le peuple a tous les droits? Eh bien, le peuple a tous les droits, sauf celui d'être un peuple. Et c'est au fond le sens profond de la Déclaration des droits de l'homme que de définir ce qui fait qu'un peuple est un peuple. Ce qui fait qu'un peuple doit être garanti de manière intérieure par, effectivement, un certain nombre de règles. Par exemple, le fait qu'une majorité ne doit pas opprimer une minorité. C'est très simple comme argumentation. Si une majorité opprime une minorité, eh bien, on a en effet une cassure dans l'idée de peuple et ce peuple disparaît. Le peuple disparaît, le peuple s'efface comme peuple. Donc les déclarations des droits de l'homme représentent une première limite interne, une autolimitation à la souveraineté du peuple qui en assure l'efficacité et la puissance. Autre élément, la Constitution. La Constitution, ce sont les règles que le peuple se donne à lui-même. Le peuple a le droit de changer de Constitution, mais il n'a pas le droit de la transgresser. Il doit d'ailleurs même respecter les modalités d'un changement constitutionnel. Et de ce point de vue-là, très vite, les théoriciens de la Révolution française et les théoriciens aussi de la démocratie américaine aux États-Unis inventent cette idée d'une cour constitutionnelle, cour suprême, jury constitutionnel, comme dit l'abbé Sieyès, pour faire en sorte effectivement de veiller à ce que le peuple respecte les règles du jeu qu'il s'est donné à lui-même. Troisièmement, les traités internationaux.
c'est-à-dire l'idée que ce peuple doit respecter la parole donnée, ne doit pas remettre en cause cette parole donnée. Tout ça, par retouches successives, amène à la constitution de ce qu'on appelle, et c'est très débattu dans le débat politique aujourd'hui, l'état de droit. L'état de droit, c'est au fond l'idée qu'effectivement, en démocratie, on a la souveraineté populaire qui représente la source de la loi, et qu'à partir de cette source de la loi, un certain nombre de principes dans la hiérarchie des normes, qui est la définition de ce qu'est un état de droit, les déclarations, les textes constitutionnels, les lois, les décrets, les règlements, comme il se doit, et à chaque fois l'idée qu'il y a des instances qui veillent à ce que cette souveraineté ne se trahisse pas elle-même. Voilà le point fondamental de cette redéfinition de la souveraineté dans une logique qui est une logique effectivement démocratique. De ce point de vue-là, il n'y a pas de solution de continuité entre l'idée initiale théologique d'une souveraineté divine veillant à s'auto-limiter, avec cette capacité puissante de s'auto-limiter, la souveraineté de la monarchie absolue qui elle-même intègre ses propres limites, et la souveraineté démocratique qui veille à ce que des institutions, en quelque sorte, soient, disons-le comme ça, la mauvaise conscience d'un peuple tenté de se faire violence à lui-même. Où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà un peu la question. Et cette question, effectivement, à travers l'idée de souveraineté, l'idée d'état de droit, qui est un sujet, je voudrais vraiment, en quelques minutes, essayer de poser quelques jalons de cette situation contemporaine à partir d'un concept dont on voit qu'il est clair. En effet, cette souveraineté nationale ou populaire se trouve aujourd'hui menacée par trois types de concurrence. Il faut être très nuancé, et j'insiste vraiment sur le caractère subtil qu'il faut garder dans ces analyses. La première concurrence, c'est celle d'un droit qui tend à s'exonérer de plus en plus de son rôle d'expression de la volonté générale, d'un état de droit qui peut faire courir le risque de fonctionner coupé de la volonté générale ou de la souveraineté nationale, dans une logique purement interne et immanente. Alors, il faut être très prudent quand on utilise cette formule, parce que, vous voyez, on est dans la discussion sur l'état de droit, et on se dit, oui, bon, l'état de droit est-il sacré? Enfin, toutes ces polémiques qui ont lieu. Non, l'état de droit n'est pas sacré. Ça dépend de quel état et de quel droit. Et donc, il n'y a pas de difficulté à discuter, effectivement, d'une inflation des normes et parfois d'une autonomisation assez radicale des cours, y compris les cours suprêmes. Dominique Schlapper pourra éventuellement en témoigner, à l'égard de cette souveraineté populaire qui, degré par degré, devient de plus en plus coupée. Et donc, il y a un vrai risque dans notre démocratie que je pourrais appeler celui d'une nomocratie. Démocratie, gouvernement du peuple, nomocratie, gouvernement de normes qui deviennent une sorte de logique purement interne. Premier risque, encore une fois, un risque très complexe, très subtil, parce qu'il ne faut pas effectivement que la dénonciation de la démocratie nous fasse dénoncer en même temps la totalité de l'état de droit. Ce serait une catastrophe. Néanmoins, les dérives de la nomocratie sont bien réelles. On a, d'une certaine façon, des cours qui inventent des principes, qui tirent en quelque sorte des principes de leur chapeau. Je ne vais pas donner d'exemple ici, mais qui, d'une certaine façon, se soumettent elles-mêmes à une sorte d'inflation juridique sur des sujets dont il faudrait qu'ils consultent davantage, effectivement, à un moment donné, la souveraineté nationale. La deuxième concurrence de la souveraineté populaire, c'est une concurrence, là aussi, soyons très prudents et nuancés, qui vient d'une transition confuse et conflictuelle entre la souveraineté nationale supposée finissante, parfois, et une souveraineté européenne encore balbutiante, avec le risque qu'il n'y en ait plus du tout, parce que l'une
résiste encore, l'autre n'est pas encore présente, et cette souveraineté européenne peut effectivement mettre à bas une souveraineté par ailleurs. Alors, j'ai eu un débat récemment avec Clément Beaune, qui était donc le ministre des Affaires européennes du gouvernement et qui a écrit un livre très intéressant d'ailleurs, qui est un éloge de la politique aujourd'hui. Et Clément Beaune, dans ce livre, racontait qu'il était un peu l'auteur, enfin celui qui avait suggéré cette notion de souveraineté européenne. Dont il était très fier parce qu'il disait voilà, c'était pratique, ça lui permettait effectivement de lutter contre les souverainistes qui disaient bah voilà, l'Europe c'est la fin de la souveraineté, alors que là il y a une souveraineté européenne. C'est politiquement très astucieux, je ne nie pas la chose. Cette phrase que Macron avait utilisée lors du grand colloque de la Sorbonne, du grand discours de la Sorbonne sur l'Europe, c'est politiquement très astucieux, mais philosophiquement désastreux. Parce que cette souveraineté européenne, si on prend le terme de souveraineté au sens profond du terme, c'est l'idée qu'il n'y a rien au-dessus. Et donc, voilà, on est obligé de considérer ici que cette souveraineté européenne, eh bien, est évidemment la négation de la souveraineté nationale. C'est très périlleux. Je parlerais plutôt de l'exigence d'une puissance européenne. Mais pas souveraineté, d'une puissance. Oui, nous avons besoin d'une puissance. Je suis personnellement un Européen convaincu. Il y a la nécessité d'une puissance politique européenne, mais la notion de souveraineté est une notion qui, à mon avis, va se prendre très vite les pieds dans le tapis. Voilà. Donc, deuxième concurrence, à côté de l'inflation normative, l'inflation juridique, l'autonomisation des cours suprêmes, la dimension de la souveraineté européenne. Et puis troisième dimension, et je m'arrête là, c'est une troisième concurrence, c'est la souveraineté de l'individu. La souveraineté de l'individu qui lui-même tend à son tour, en quelque sorte, à se considérer comme absous de la puissance des lois, parce qu'il le vaut bien, comme dit le grand philosophe L'Oréal. Au fond, cet hyper-individualisme, dont il n'est pas nécessaire de faire le portrait, montre effectivement le chemin parcouru entre la logique des droits de l'homme de 1789, droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire de droits de l'homme en société, avec l'émergence, et qui fonctionne plutôt pas mal, avec l'émergence de la tentation d'aller vers des droits de l'individu contre la société, potentiellement aussi contre l'État, contre la société en disant que cet individu doit effectivement creuser toujours plus ses droits pour favoriser son identité, et contre l'État avec l'idée qu'on a tendance à identifier aujourd'hui citoyenneté avec désobéissance civile. Le citoyen, c'est celui qui dit non. Très problématique. Et par provocation, je me fais souvent l'adepte de l'obéissance civile, avec cette idée que le mot obéissance, finalement, n'est pas un si vilain mot. La servitude est un vilain mot. Mais l'obéissance, quand on se souvient que le mot obéissance vient du latin ob, audire, prêter l'oreille. Prêter l'oreille à quoi? Au fait qu'il y a autour de moi des autres et autour de moi du réel. Et au fond, peut-on envisager une seule société sans obéissance civile? La désobéissance civile peut être exigible dans certains cas, souhaitable, mais toujours a posteriori et non comme un droit. Sinon, ce serait un droit à désobéir au droit, ce qui est évidemment largement contradictoire. Et donc, vous voyez en quel sens cette souveraineté nationale, sur lequel le concept est assez beau et élégant, peut être aujourd'hui dans nos démocraties contemporaines déstabilisée, fragilisée par trois sources. Une puissance dérégulée des lois qui s'autonomise de cette souveraineté, une souveraineté européenne encore balbutiante mais concurrente, et une souveraineté de l'individu qui met à mal effectivement l'exigence de la vie commune. Au fond, et pour conclure, on retrouve ici le vieux problème de ce qu'est une démocratie. Dans démocratie, il y a démos et kratos, le peuple et le pouvoir. Ça ne va pas ensemble. Et dans toute l'histoire de la philosophie, jusqu'il y a quelques 200 ans, on a considéré que c'était impossible à concilier.
La démocratie était un régime synonyme de désordre et toujours vu de manière extrêmement péjorative. Là où il y a du peuple, il n'y a pas beaucoup de pouvoir, et là où il y a du pouvoir, en général, le peuple en est exclu. La solution de nos démocraties libérales est de considérer qu'on peut y arriver à concilier ces deux termes, pourvu qu'il n'y ait pas trop de peuple et pas trop de pouvoir. Pas trop de peuple avec la théorie de la représentation, qui fait que ce n'est pas le peuple qui exerce directement le pouvoir, mais par l'intermédiaire de ses représentants, et pas trop de pouvoir en faisant en sorte que dès qu'il y a un pouvoir, il y a un contre-pouvoir. Et à cette condition-là, effectivement, la démocratie peut fonctionner. Mais cet équilibre est toujours instable dans le contexte d'un État de droit, toujours difficile, toujours à remettre sur le tapis, et concurrencé, aujourd'hui c'est très frappant, par deux tentations qui sont exactement inverses. On veut d'un côté plus de pouvoir et beaucoup de peuple, et de l'autre côté, plus de peuple et beaucoup de pouvoir. Démocratie radicale à ma gauche, démocratie illibérale à ma droite. Cette idée-là se concentre dans une troisième tentation qui définit peut-être le plus justement possible ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, concept flou, qui peut être de gauche ou de droite. Le populisme, c'est l'idée qu'il faudrait toujours plus de pouvoir et toujours plus de peuple. Voilà, si vous voulez, mon diagnostic de la situation de nos démocraties contemporaines qui nous amène à réinvestir une nouvelle fois le délicat équilibre qui existe entre ce ménage à trois qui est représenté, le peuple, le pouvoir et l'état de droit. Je vous remercie. Un grand merci, Pierre-Henri, pour cet exposé à la fois très clair, un peu provocateur, en tout cas, qui secoue beaucoup de convictions installées. Je vais laisser la parole à l'auditoire pour quelques questions avant de te libérer. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Je ne vois pas. Bien. Il y avait un monsieur ici, une dame là-bas. Le monsieur qui est aux 2/3, la dame qui est à gauche, ou le monsieur, on ne voit pas bien d'ici. Hein, Est-ce qu'il je vous demanderai de formuler vos questions de la manière la plus brève possible, et peut-être, Daniel, peut-on faire circuler le micro pour une série de questions, et Pierre-Henri répondra d'un seul coup à toutes les questions posées. C'est plus facile, tu réponds tout d'un coup. Oui. Sur le premier point, comment mesurez-vous l'écart entre les normes et la souveraineté populaire, entre la production de la norme et la souveraineté populaire? Deuxième question, là, on prend la deuxième question tout de suite, Daniel. Merci beaucoup. Oui, si la solution me semble être effectivement celle qu'à tout pouvoir s'oppose un contre-pouvoir, il y a actuellement un type de pouvoir, me semble-t-il, qui croise les trois menaces que vous avez identifiées. Celle, je caricature un peu, hein, mais celle des juges, parce qu'au-delà de la démocratie, c'est quand même la question de l'interprétation des lois par les juges, qui va parfois jusqu'à leur création, la création de normes par les juges. D'autre part, l'Europe, il y a des juges européens, que ce soit Cour européenne des droits de l'homme et CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, dont les jurisprudences s'imposent, ou en tout cas dont les juridictions françaises considèrent que les jurisprudences s'imposent, et donc par là même une poignée de gens ont un pouvoir sans contre-pouvoir qui surveillera qui gardera les gardiens. Et en outre, la troisième menace, c'est-à-dire celle de l'individu, est particulièrement développée dans ces jurisprudences de la Cour de justice de l'Union européenne et surtout de la Cour européenne des droits de l'homme, voire l'interprétation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc là, on a une poignée de gens avec un pouvoir sans limite,
sur lesquels il n'y a aucun contrôle démocratique. Je suis une juge, je précise, donc je sais de quoi je parle. Et la question des contre-pouvoirs me paraît déterminante à ce niveau. Merci. C'était quoi la question? Il y avait une troisième question. La troisième question est au fond de la salle. Ouais. Ce qui est bien, c'est que votre question répond à la première question d'une certaine manière, mais je vais préciser. Moi, j'ai 2 questions très rapides. Première question, est-ce que vous pourriez donner des exemples précis de cours supérieurs qui auraient pris des décisions antidémocratiques? Donc ça, Alors, je ne dis pas antidémocratique. Enfin, bon, en tout cas, contre la souveraineté populaire. Et deuxièmement, vous avez dit qu'il n'y a pas de droit à désobéir au droit. Mais dans ce cas-là, sous Vichy, il fallait obéir, ou vous êtes d'accord avec l'idée qu'il peut y avoir une différence entre un principe de légitimité et un principe de légalité? Et dans ce cas-là, il y aurait peut-être un droit de désobéir au droit et même parfois un devoir. Merci. Merci pour toutes ces questions. Peut-être les 2 premières sur l'écart entre souveraineté et normes. Juste un point ici pour bien indiquer la difficulté du sujet, c'est que cet écart, l'expression gouvernement des juges, je ne la prends pas à ma charge. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un processus qui est beaucoup plus complexe, qui s'exprime par une sorte de retrait du politique. En démocratie, il y a une tendance que le politique ne s'estime pas lui-même légitime à gouverner. C'est une phrase d'ailleurs de Raymond Aron qui disait « On n'obéit pas à quelqu'un qui ne croit pas à son droit de commander ». Et donc il y a une sorte de mauvaise conscience de décision qui fait que dans certaines situations, le politique se dit « Ah non, je ne vais pas décider ». Par exemple, typiquement, l'explosion de ce qu'on appelle les autorités administratives indépendantes. Les autorités administratives indépendantes, c'est l'idée qu'au fond, le politique n'est pas à même de décider et qu'on va mettre un médiateur, qu'on va mettre une autorité de régulation, qu'on va mettre... Parce que, voilà, on n'est pas à même. Et cette logique-là, qui est une logique politique, donne en quelque sorte le pouvoir à des instances qui sont coupées de toute espèce de responsabilité de reddition de comptes démocratiques et qui vont effectivement fonctionner de manière purement interne. Par exemple, vous avez aujourd'hui, Clément Beaune me disait ça d'ailleurs dans les discussions récentes, il a été ministre de la ville et des Transports, surtout ministre des Transports, vous avez une autorité environnementale. Cette autorité environnementale doit, dès qu'il y a une infrastructure, donner un avis. Cet avis est toujours négatif. Par définition, c'est son boulot. Effectivement, vous faites une route, c'est pas bon pour l'environnement et pour la reproduction des hannetons à poils roses. C'est par définition. Cette autorité donne toujours des avis négatifs. Toujours. Après, plus ou moins négatifs, c'est comme les rapports de thèse. On peut être vachard en donnant les félicitations, mais ce sont des autorités qui sont, évidemment, font leur boulot. Et leur boulot, c'est... Donc on crée en quelque sorte des fragmentations du champ politique en donnant à des autorités le fait de faire leur boulot. Et leur boulot va être effectivement de dire non. Voilà. Donc on défend l'environnement, de faire une route, c'est jamais bon. Jamais bon par définition. Voilà typiquement un exemple. Un autre exemple, eh bien c'est ce que vous évoquiez, Madame la juge, à l'instant, c'est qu'effectivement, vous avez une inflation juridique de cours. Si vous regardez le texte fondateur de la CEDH, qui est au sommet de la hiérarchie des normes, vous avez, j'ai plus en tête, mais une douzaine d'articles. Comparez la douzaine d'articles de la CEDH, qui, encore une fois, Cour européenne des droits de l'homme, c'est pas l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe. Donc, à un moment donné, la Russie était présente dans cette affaire. La jurisprudence de la CEDH est absolument démesurée, à partir de 12 articles. Et vous avez là une sorte de logique qui s'enclenche et à laquelle il est impossible de mettre un frein, puisque le peuple français a décidé de dire la CEDH, c'est en haut de la hiérarchie des normes. Et même si la France disait aujourd'hui, bon, la CEDH, ça suffit, eh bien, les Français seraient obligés de malgré tout considérer que c'est au sommet de la hiérarchie des normes parce que, via l'Europe, on a considéré que c'était le sommet de la hiérarchie des normes.
Troisième exemple, le Conseil constitutionnel, grande instance, a été un jour saisi sur la question des frais d'inscription à l'université. Les frais d'inscription à l'université sont, en France, très faibles. Voilà, si on le compare à l'ensemble du monde. 600 € à peu près, 300 €, ça dépend. Un étudiant en France coûte 15 000 €. Et donc, à un moment donné, un certain nombre de personnes au gouvernement ont dit, après tout, on pourrait augmenter un tout petit peu, non pas pour les Français, bien sûr, non pas pour les Européens, mais pour les ressortissants chinois, américains, enfin, pays hors européens. Et on se dit, en effet, c'est quand même plutôt logique de faire en sorte que l'impôt français, dans un contexte de restriction budgétaire, ne paye pas les études des étudiants chinois ou français. L'ensemble de la communauté universitaire, à quelques exceptions près, a dit « Ah non, c'est un scandale. Nous devons des frais d'inscription au monde à très faible taux. » Et le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a été saisi, a dit « On ne va pas décider, mais il y a un droit à avoir un enseignement supérieur pour une somme modique. » Et d'où sort-il ce principe ? D'où sort-il ce principe ? Alors, il le déduit de la loi sur la gratuité de l'éducation et il invente un principe généreux. Mais on tombe des nues. À un moment donné, là, pour le coup, il est urgent de faire en sorte qu'on demande au Parlement, et peut-être aux Français, s'ils sont prêts à payer pour des étudiants chinois et américains, alors même que leurs enfants, quand ils vont aux États-Unis, payent plein pot. Voilà. Donc voilà un exemple parmi d'autres, mais on pourrait en citer. Attention, je ne suis pas ici dans le discours de dire nous avons un Conseil constitutionnel politique ou le Conseil constitutionnel n'est pas important. Le Conseil constitutionnel est décisif dans son rôle, qui est un rôle essentiel. Ce rôle essentiel, c'est de veiller que le peuple ne se porte pas violence à lui-même. C'est un rôle absolument essentiel et ce rôle, il doit simplement, de degré par degré, à partir de 1973, Mick Schnapper peut bien le témoigner, c'est-à-dire ce qu'on appelle le coup d'État constitutionnel, le moment où on englobe un certain nombre de textes à la Constitution, eh bien, il y a une sorte de tentation, alors même que le politique se retire, de prendre de plus en plus d'impact dans des décisions qui sont des décisions majeures. Et je donnerai un dernier exemple. Quand un tribunal administratif considère qu'une autoroute dans le sud de la France va à l'encontre des intérêts primordiaux des Français, alors même que toute la procédure juridique est démocratique, a été adoptée et respectée pour faire en sorte que cette décision ait été prise, je ne dépends pas particulièrement la décision. Mais quand un tribunal administratif dit « non, cette autoroute, on doit arrêter les travaux », avec une astreinte extraordinairement élevée pour le budget de la France, on est là dans des situations qui sont littéralement absurdes. Voilà un peu la réponse, mais je parle sous le couvert de la juge. Droit de respecter la loi. Je parle ici, sur la désobéissance civile, vraiment de la situation démocratique. C'est-à-dire quand on est dans un contexte de droits de l'homme, quand on est dans un contexte de contrôle juridictionnel, on est dans une situation où nous avons, quand on n'est pas content, comme citoyen, toute une série de recours possibles. Ces recours peuvent être juridiques, ils peuvent être médiatiques, ils peuvent être politiques. Si je ne suis pas d'accord avec une décision, je peux me présenter. Si je ne suis pas d'accord avec une décision, je peux faire campagne, je peux essayer de convaincre mes citoyens. La situation de Vichy n'est pas une situation d'État démocratique. On ne pouvait pas contester médiatiquement, juridiquement. Et donc, voilà, là, pour le coup, le droit de résistance à l'oppression inscrit dans les droits de l'homme vaut. Ma réflexion sur la désobéissance civile, c'est nous sommes dans une situation de logique démocratique avec toute une série de recours possibles. Pourquoi faudrait-il qu'avant même d'épuiser la totalité de ces recours, nous soyons dans une situation de désobéissance civile immédiate ? Celui qui dit « je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est bon pour la planète ou que sais-je, et à partir de là, je vais d'emblée négliger les recours politiques, négliger de convaincre mes citoyens, mais pour immédiatement faire un acte de désobéissance civile, le cas échéant violent », je trouve que ce n'est pas respecter les règles de la démocratie. Voilà ma réponse.
Merci beaucoup, Pierre-Henri. Nous te remercions. Je te libère. Désolé, confus. Nous te remercions une nouvelle fois et j'ai le grand plaisir d'introduire maintenant Catel Berthelot, qui est historienne des religions, spécialisée dans le judaïsme ancien et dans l'approche comparatiste des trois monothéismes. Elle est chargée de recherche au CNRS. Je voudrais citer quelques publications récentes, quelques-unes seulement. Le monothéisme peut-il être un humanisme? Je voudrais citer aussi le collectif qu'elle a dirigé avec Audrey Kichelewski et Pierre Savy, Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, en 2020 aux presses universitaires de France. Vous nous présentez, cher Catel Berthelot, une communication intitulée « Des royaumes d'Israël et Juda à la dynastie hérodienne, l'expérience politique juive entre souveraineté et vassalité ». C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je remercie les organisatrices de ce colloque de m'avoir invité à intervenir, bien que je sois historienne et non philosophe. Et vous allez voir qu'à la différence de la plupart des autres communications, la mienne va se situer au ras du sol, des cartes et des pierres, plutôt que sur le plan des idées. Alors, la période antique de l'histoire juive évoque une expérience de souveraineté avec les royaumes d'Israël et Juda, et dans une moindre mesure, les dynasties hasmonéennes et hérodiennes. Elle est associée à la figure du roi David et à celle de son fils Salomon, à la construction du premier temple à Jérusalem, et à d'autres épisodes célèbres dont la mémoire est nourrie par la lecture des textes, mais aussi par le patrimoine iconographique européen, riche en tableaux de scènes bibliques. Et vous reconnaîtrez ici, entre autres, le roi David par Chagall, le jugement du roi Salomon par William Blake, etc. Le mot souveraineté est ici doublement justifié, et pour ma part, je reprendrai ici des définitions du CNRTL, du Centre national de ressources textuelles et lexicographiques. Et d'après le CNRTL, la première acception politique de la souveraineté, c'est l'exercice du pouvoir par un souverain, un monarque. D'autre part, on peut la définir comme l'exercice du pouvoir par une collectivité politique qui se gouverne elle-même, tout en pouvant relever d'une autorité supérieure. Donc ici, on a une légère dissonance avec le propos de l'intervenant précédent. Mon exposé portera sur les royaumes israélites et judéens, mais il serait erroné, je tiens à le souligner un peu en guise de préambule, il serait erroné de voir dans la souveraineté étatique l'unique forme d'expérience politique juive dans l'Antiquité. Des communautés juives se formèrent en diaspora dès l'époque babylonienne, au VIe siècle avant notre ère. On connaît en particulier Al-Yahoudou, la cité de Juda en Babylonie, ainsi qu'en Égypte, où des mercenaires judéens s'installèrent de manière durable dès le Ve siècle au moins. Et ces diasporas ne résultaient pas forcément d'un exil forcé. À l'époque hellénistique, les communautés juives d'Égypte prospérèrent de manière exceptionnelle et connurent des formes d'autonomie. À la suite de David Biel, qui publia en 1986 un livre magistral intitulé « Power and Powerlessness in Jewish History », pouvoir et absence de pouvoir dans l'histoire juive, il faut donc commencer par souligner que, je traduis, les catégories souveraineté et exil sont peut-être excessivement simples et trompeuses pour évaluer la riche complexité de l'histoire juive, ainsi que la complexité de la pensée politique juive. David Biel met aussi en garde contre une vision idéalisée de la souveraineté politique juive dans l'Antiquité, en particulier durant la période dite biblique. Rappelant très justement que dans le monde antique, le pouvoir était concentré dans les mains de grands empires, il écrit « L'âge d'or du pouvoir juif dans l'Antiquité est en grande partie un mythe fondé sur des exceptions plutôt que sur la norme. Pendant la majeure partie de l'Antiquité, le statut politique des Juifs n'était pas celui d'une souveraineté totale, mais celui d'une indépendance partielle et fragile dans un monde impérial. » Et je vais m'efforcer dans cet exposé de vous expliquer pourquoi David Biel voyait juste. Et pour ce faire, nous allons explorer la souveraineté politique juive de type royal, lors de 3 périodes distinctes, celle des royaumes d'Israël et Juda, entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère, celle de la dynastie hasmonéenne au IIe et Ier siècle avant notre ère, et celle de la dynastie hérodienne au Ier siècle avant et Ier siècle de notre ère, même si, comme vous le verrez, il s'agit là d'un cas limite. Et nous nous interrogeons sur la nature de la souveraineté exercée par ces rois dans le contexte des empires qui dominaient l'Orient ancien,
et sur les territoires et les populations concernées par l'exercice de cette souveraineté. Alors pour l'historien, l'Israël ancien entre véritablement dans l'histoire politique avec la figure du roi David. Mais le degré d'autonomie et l'étendue géographique du royaume de David, et a fortiori de celui de Salomon qu'aucune source extérieure à la Bible ne mentionne, reste difficile à déterminer avec précision et sont l'objet de grands débats entre spécialistes. D'après le deuxième livre de Samuel, chapitre 24, le royaume de David s'étendait au nord jusqu'à Sidon et au sud jusqu'à Beer-Sheva. Il incluait en outre des territoires situés sur la rive orientale du Jourdain, sans doute ceux attribués dans les textes bibliques à Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Les données archéologiques ne corroborent toutefois pas clairement cette description. Au début du Xe siècle avant notre ère, Jérusalem se limitait à ce qu'on appelle la cité de David, l'éperon rocheux au sud de ce qui deviendra ensuite l'esplanade du Temple, donc en bas à droite sur cette carte représentant Jérusalem à l'époque hérodienne. Voilà. Donc cette partie-là seulement. Donc ça vous donne une idée des évolutions postérieures. Aux yeux de certains historiens, cette taille très modeste s'accorde mal avec la thèse d'un grand royaume avec Jérusalem pour capitale. Le royaume de David aurait été comparable aux cités-États de l'âge du bronze, dont le territoire n'était pas très étendu. Mais pour l'archéologue Joseph Garfinkel, la découverte en 2008 d'une cité fortifiée à Khirbet Keiafa, sur la limite occidentale sud du territoire identifié avec le royaume de Juda, tendrait à renforcer la thèse de la constitution d'une entité politique centralisée en Juda au Xe siècle avant notre ère. Que David ait bel et bien fondé une dynastie est en tout cas corroboré par au moins un document épigraphique du IXe siècle avant notre ère, la stèle de Tel Dan, qui confirme également l'existence au IXe siècle de deux royaumes, Israël au nord et Juda au sud. Il s'agit d'une stèle de victoire érigée par un roi araméen qu'il faut vraisemblablement identifier à Hazaël. Elle mentionne Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, et Achaziaou, fils de Yoram, roi de la maison de David, présentés dans le reste de la stèle comme deux rois puissants qui avaient sous leurs ordres 2000 chariots et 2000 cavaliers. Le mot « maison », Beit, situé à la ligne 9, signifie ici « dynastie ». Donc David apparaît bien comme un fondateur de dynastie. Le roi araméen se vante d'avoir tué ses deux adversaires. Cette affirmation contredit le récit que l'on trouve dans la Bible au deuxième livre des rois. Celui-ci nous informe que la 12e année de Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, Achaziaou, fils de Yoram, devint roi de Juda, et qu'il alla avec Yoram, fils d'Achab, faire la guerre à Hazaël, roi d'Aram, à Ramoth de Galaad. Jusque-là, le texte biblique et l'inscription de Tel Dan concordent. Mais d'après le récit biblique, Yoram fut seulement blessé au combat, et c'est Jéhu, fils de Josaphat, qui tua Yoram et Achaziaou après avoir été oint roi par un serviteur du prophète Élisée. Alors nous ne saurons sans doute jamais qui a tué Yoram et Achaziaou. Les stèles de victoire sont connues pour être des documents rhétoriques à visée de propagande politique qui gonflent les chiffres et déforment le résultat des batailles, tandis que les récits bibliques, eux, sont une réécriture théologique de l'histoire. De ces sources émerge cependant un portrait cohérent des royaumes d'Israël et Juda, comme des entités de taille moyenne, insérées dans un patchwork de puissances régionales. La suite de l'histoire est mieux connue. L'empire néo-assyrien étendit progressivement son emprise jusqu'au Levant sud, condamnant les royaumes d'Israël et Juda à payer le tribut en tant qu'États vassaux. C'est vraisemblablement un défaut de paiement qui conduisit au 8e siècle avant notre ère à une campagne militaire contre le royaume d'Israël et à sa disparition en tant qu'État. En 722, la capitale Samarie fut prise par le roi assyrien Sargon II et le territoire d'Israël annexé à l'Empire. Ce fut ensuite le tour du royaume de Juda d'être envahi. Des bas-reliefs assyriens du palais de Ninive représentent la prise de Lachish, une ville judéenne, avec son cortège d'atrocités, comme vous pouvez le voir sur la diapositive de droite. Jérusalem elle-même subit un siège en 701 avant notre ère, à l'époque du roi Ézéchias. Mais les troupes assyriennes levèrent le camp sans avoir pris la ville. Pour l'auteur du deuxième livre des rois, c'était là l'effet d'une intervention divine miraculeuse.
Cette nuit-là, le messager du Seigneur sortit et abattit dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Quand on s'en leva de bon matin, c'étaient tous des cadavres, des morts. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, s'en retourna habiter à Ninive. D'après les annales assyriennes, en particulier le cylindre dénommé prisme de Taylor, la réalité fut tout autre. C'est en versant un tribut à Sennachérib qu'Ézéchias obtint la levée du siège. En d'autres termes, le royaume de Juda ne put se maintenir qu'en redevenant un État vassal des Assyriens, après une infructueuse tentative d'autonomisation et sans doute de rapprochement avec l'Égypte. Au début du VIe siècle avant notre ère, face à l'empire néo-babylonien qui avait remplacé l'empire assyrien, le scénario se répéta, malgré les avertissements du prophète Jérémie. Le choix de s'allier avec les Égyptiens, plutôt que de continuer à se soumettre aux Babyloniens, entraîna la destruction de Jérusalem et du premier temple, et la fin de la monarchie judéenne. Cet épisode illustre à nouveau combien l'autonomie politique du royaume de Juda était fragile, et à quel point elle dépendait des choix d'alliance et d'allégeance des souverains judéens aux puissances impériales environnantes. L'émergence de l'Empire perse à partir de 539 et la décision de Cyrus le Grand de faire reconstruire le temple de Jérusalem ne s'accompagnèrent pas de la renaissance d'un État judéen. La Judée devint une province perse, Yehud Medinata, une partie de la satrapie de Avar-Nahara, confiée à un gouverneur, tandis que les affaires du temple de Jérusalem restaient sous la responsabilité des élites sacerdotales juives. Il n'était plus question de souveraineté politique. Alors ce statut ne changea pas foncièrement à l'époque hellénistique. Lorsque la Judée passa sous contrôle lagide, donc la dynastie grecque qui régnait en Égypte depuis la mort d'Alexandre le Grand, ni au début du IIe siècle avant notre ère, lorsqu'elle se retrouva sous contrôle séleucide, une autre dynastie grecque qui dominait l'Asie. Vers 167 avant notre ère survint la crise qui déclencha la révolte dite des Maccabées, du nom de Judas, son chef de file, auquel sont associés ses frères Jonathan et Simon. C'est l'épisode qui donnera lieu à la création de la fête de Hanouka. Flavius Joseph et les sources rabbiniques désignent cette famille de prêtres du nom d'Asmonéens, et c'est une véritable dynastie qui se met en place à partir de Simon. Avec son fils Jean Hircan et les descendants de celui-ci, la Judée semble retrouver une indépendance qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. L'explication couramment avancée par les historiens pour expliquer le succès asmonéen, à commencer par l'historien romain Tacite, au début du IIe siècle de notre ère, consiste à mettre en avant l'affaiblissement des Séleucides qui n'auraient plus réussi à contrôler la région. Un examen plus attentif des sources, et en particulier du premier livre des Maccabées, composé en hébreu par un écrivain proche de la dynastie asmonéenne, et puis ensuite traduit en grec. Donc un examen plus attentif des sources montre que dans un contexte où plusieurs factions séleucides se disputaient le pouvoir, les Asmonéens ont surtout su se rallier au parti dominant, et que leur pouvoir s'est consolidé grâce à des faveurs royales octroyées en échange de leur loyauté. En 552 avant notre ère, Jonathan, le frère de Judas Maccabée, reçoit ainsi la grande prêtrise au temple de Jérusalem d'Alexandre Balas, qui s'était proclamé roi contre le successeur d'Antiochos IV. Alexandre nomme également Jonathan gouverneur civil et militaire de la Judée. Après la mort de Jonathan, Simon reçoit le titre de grand prêtre du roi Démétrios II, qui en fait un de ses philoi, ou amis, un titre honorifique dans les cours hellénistiques. Toujours d'après un Maccabée, Démétrios II aurait affranchi la Judée du paiement du tribut en 142-141 avant notre ère pour s'assurer la fidélité de Simon. Alors c'était un pas important vers une plus grande autonomie, mais celle-ci demeurait inscrite dans une relation de vassalité. Lorsque Démétrios II est fait prisonnier par les Parthes, Simon prête allégeance à son frère Antiochos VII, mais suscite la colère du roi en refusant de restituer Joppé, ou Jaffa, et Gazara, Gézer, qu'il avait conquise. Son fils Jean Hircan est par la suite assiégé dans Jérusalem par Antiochos VII et forcé à une reddition qui s'accompagne du versement d'un tribut et de la destruction des murailles de Jérusalem. En outre, Jean Hircan doit participer comme vassal avec ses troupes judéennes
à la campagne militaire d'Antiochos contre les Parthes. Certes, la fin du grand pontificat d'Hyrcan voit le territoire de la Judée s'étendre. Il recrute des mercenaires et frappe ses propres monnaies. On peut avoir l'impression qu'il avait alors les coups des franches et agissait de manière indépendante des Séleucides. Cependant, un mémoire d'habilitation récent par Michaël Girardin montre que les conquêtes territoriales de Jean Hircan sont liées à ses choix d'alliance. Il se soumet au roi séleucide que soutient le roi lagide Ptolémée VIII, Zabinas de 128 à 124, Antiochos VIII par la suite, et mène pour eux quelques raids chez ceux de ses voisins qui soutiennent l'autre partie. Les conquêtes d'Hyrcan ne sont donc pas l'expression d'une pure et simple indépendance politique. Il demeure, en réalité, un vassal des Séleucides. C'est sous le fils d'Hyrcan, Alexandre Janet, qui règne de 103 à 76 avant notre ère, puis de la veuve de celui-ci, Alexandra Salomé, et de ses fils Hircan II et Aristobule II, que la Judée redevient un royaume à part entière. Celui-ci survit tant bien que mal dans un contexte de conflit tant avec certains Séleucides qu'avec des rois voisins, nabatéens et ituréens en particulier. L'absence de référence au paiement d'un tribut, l'émission de monnaie portant le titre royal, le recours massif aux mercenaires étrangers et l'édification de nombreuses forteresses sur le territoire contrôlé par la dynastie, en particulier de part et d'autre du Jourdain et au sud de la mer Morte, comme ici à Macéronte, peuvent être interprétés comme des signes de souveraineté. D'après Flavius Joseph, le roi Alexandre Janet subit toutefois des revers militaires importants et se révèle impuissant à empêcher les troupes séleucides d'Antiochos XII de traverser le territoire judéen d'ouest en est, ce qui révèle les limites de l'exercice de sa souveraineté. La présence de plus en plus affirmée de Rome en Asie et la prise de Jérusalem par Pompée en 63, largement due au conflit qui opposait alors entre eux les fils de Janet, place la Judée sous la coupe des Romains. Ceux-ci concèdent à Hircan II le rôle de grand prêtre et d'ethnarque, mais la Judée doit payer un tribut et il n'est plus question de royaume hasmonéen, à l'exception de la période 40-37 avant notre ère, durant laquelle Mattathias Antigone, le dernier fils d'Aristobule II, règne à Jérusalem avec le soutien des Parthes, l'empire rival de Rome. Cet ultime rebondissement montre que la souveraineté juive est plus que jamais tributaire des alliances avec les empires de l'époque, qu'il s'agisse des Parthes ou des Romains. Alors, quels furent les territoires gouvernés par les Hasmonéens ? Nous disposons sur ce point de données non négligeables, non seulement par les textes, mais aussi par les sources archéologiques et numismatiques. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, lorsque Jonathan, frère de Judas Maccabée, devient grand prêtre, la Judée se limite à la région autour de Jérusalem. C'est la partie centrale la plus claire. Grâce à l'octroi de portions de territoire supplémentaires par certains rois séleucides, en récompense des services rendus, puis d'offensives militaires permises ou concédées par les Séleucides, mais parfois aussi contestées, le territoire judéen s'étend progressivement jusqu'à la Méditerranée à l'ouest, Rafah au sud et le mont Hermon au nord. Mais attention, ces frontières n'étaient pas figées. Ainsi, sous Alexandre Janet, certains territoires sont perdus puis reconquis. Et cette tendance s'accentue à l'époque de ses fils, qui restituent des territoires ou rétrocèdent, notamment au royaume nabatéen voisin. Au fur et à mesure que le territoire de la Judée hasmonéenne s'accroît, les membres de la dynastie sont amenés à administrer de nouvelles populations. Samaritains, Iduméens, cités hellénisées de la Décapole et du littoral, habitants de la Moabitide, etc. Les politiques adoptées vis-à-vis de ces groupes comportent plusieurs aspects. Affrontements militaires, sujétion, expulsion, judaïsation plus ou moins imposée, intégration. Plusieurs sources évoquent ainsi la judaïsation des Iduméens, qui habitaient la région autour d'Hébron. Jean Hircan aurait laissé aux Iduméens le choix entre l'affrontement militaire, le départ volontaire et l'adoption des lois et du mode de vie juif, circoncision comprise. Les fouilles de Maréchal en Idumée ont montré qu'en réalité, les Iduméens non hellénisés pratiquaient déjà la circoncision et que ce groupe était culturellement proche des Judéens. Alors, Hircan a conquis l'Idumée par les armes, nous le savons, parce qu'il y a des traces archéologiques de destruction. Mais la judaïsation des Iduméens, qui sont restés sur place,
a pu être en partie volontaire et non forcé, comme l'affirment certaines sources. 2 siècles plus tard, Flavius Joseph mentionne des troupes iduméennes venues défendre Jérusalem et le Temple contre les Romains lors de la grande révolte de 66-73. Donc cela témoigne d'une forme d'intégration réussie, même si dans l'œuvre de Joseph, les Iduméens demeurent un ethnos, un groupe ethnique à part au sein de l'ethnos des Juifs. Cependant, le cas des Iduméens reste particulier. Il n'y a pas eu de judaïsation systématique des villes ou des territoires conquis par les Hasmonéens, bien que certains historiens le pensent. Dans l'ensemble, l'intégration de ces nouvelles populations au royaume hasmonéen s'est passée de manière conflictuelle. Elle s'est accompagnée de la destruction de plusieurs sanctuaires locaux, y compris celui des Samaritains, qui n'étaient pourtant pas polythéistes et qui vénéraient le Dieu d'Israël. Certaines villes sont détruites et ne renaîtront qu'avec l'aide des Romains, après qu'ils auront dépecé le royaume hasmonéen et rendu leur autonomie à bon nombre de cités. Alors, l'époque romaine voit émerger une nouvelle dynastie, les Hérodiens. En réponse au soutien des Parthes à Mattathias Antigone, en l'an 40 avant notre ère, le Sénat romain nomme en effet Hérode roi de Judée. Ce descendant d'Iduméens judaïsés avait rendu à Rome de bons et loyaux services. Son père Antipater avait même reçu la citoyenneté romaine pour avoir soutenu militairement Jules César pendant sa guerre d'Égypte. Mais il ne semble pas qu'Hérode ait bénéficié de la même faveur. C'est néanmoins avec l'aide des légions romaines qu'Hérode chasse Mattathias de Jérusalem et monte sur le trône. Sur le plan territorial, le royaume hérodien correspond dans les grandes lignes à celui d'Alexandre Janet. S'il n'inclut plus le sud de la plaine côtière, au sud de Jopé, ni la Décapole, à l'exception de Hippos et Gadara, il s'étend davantage au nord-est, dans les régions que l'on nomme la Batanée, la Traconitide et l'Oranitide, ainsi que dans une partie de l'Ithurée. À la mort d'Hérode en 4 avant notre ère, son royaume est réparti entre ses fils Archélaüs, Hérode Antipas et Philippe, mais sans le titre royal. En 6 de notre ère, les Romains démettent Archélaüs de ses fonctions, le jugeant incompétent, et la Judée passe sous administration romaine directe. Le pouvoir d'Hérode et de ses descendants après lui était fondé sur des liens particulièrement étroits avec les autorités romaines. Hérode fut toute sa vie un roi client de Rome, arborant le titre de Philo-Romaios, ami des Romains, et de Philo-Caesar, ami de César, ami de l'empereur, un titre qu'il fut peut-être le premier à adopter. L'allégeance des Hérodiens au pouvoir romain comportait en outre une dimension cultuelle, ce qui n'était pas le cas des Hasmonéens dans leur relation avec les Séleucides. À Jérusalem, certes, Hérode n'érige pas de statue ni n'édifie de temple à l'empereur. Mais à Césarée, sur la côte, il institue une commémoration festive avec des jeux pour célébrer la victoire d'Auguste à Actium. À Césarée, à Sébaste en Samarie, à Panéas, au pied du mont Hermon, il fait construire un Augusteum, un sanctuaire dédié au culte impérial. Plusieurs des fils d'Hérode séjournèrent de longues années à Rome, ainsi que son petit-fils Agrippa Ier, qui y fut envoyé très jeune et grandit en compagnie de Drusus, le fils de l'empereur Tibère. Agrippa dut à son amitié avec Caligula, et par la suite avec l'empereur Claude, de recevoir le titre de roi, qui n'avait été accordé, je vous le rappelle, à aucun des fils d'Hérode. En plus de la Galilée et de la Pérée, Claude accorda à Agrippa Ier de régner sur la Judée élargie, soit la quasi-totalité du territoire d'Hérode le Grand, à l'exception de certaines cités comme Gaza, Ashdod ou Gadara. Cette concession était d'autant plus remarquable que les Romains ne restituaient presque jamais un territoire qui était passé sous administration romaine directe. Mais la mort prématurée d'Agrippa, à la fin de l'année 43 ou début 44, mit fin à cette restauration. Son fils, Agrippa II, le dernier roi juif de cette période, fut tout d'abord nommé roi de Chalcis, dans la plaine de la Béca, par Claude en 48, puis démis et nommé roi de Batanée, d'une partie de la Pérée et de la Galilée, par Néron. En 74 ou 75, donc après la prise de Jérusalem par Titus et la défaite des derniers rebelles juifs réfugiés à Massada, Agrippa II fit frapper des monnaies portant l'effigie de Titus sur l'avers et la personnification de la victoire avec couronne et palme sur le revers. En d'autres termes, un roi juif célébrait sur ces monnaies
la victoire de celui qui avait détruit Jérusalem et le temple. Vous comprenez que voir dans les Hérodiens des représentants d'une souveraineté politique juive ne va pas sans poser quelques problèmes. Un dernier mot sur les populations administrées par les Hérodiens qui étaient très diverses. La Judée était majoritairement juive, tandis que la situation en Idumée, Samarie et Galilée était plus diverse, avec des villes mixtes comme Séphoris. La côte était habitée par des groupes variés et certaines cités comme Césarée étaient typiquement gréco-romaines. Contrairement aux Asmonéens, ni Hérode ni ses successeurs ne détruisirent de temples polythéistes dans les territoires qu'ils administraient. Au contraire, certains Hérodiens firent même des dons et envoyèrent des offrandes à des sanctuaires païens. En bref, les Hérodiens se comportèrent en juifs avec les juifs, en grecs avec les grecs et en romains avec les romains. Alors, que retenir de tout ceci ? J'ai bien conscience de vous avoir bombardé d'un très grand nombre d'informations. Avant tout, il faut se garder d'idéaliser la souveraineté israélite aux Juifs dans l'Antiquité. Certes, il exista bel et bien des royaumes israélites et judéens. Mais leur autonomie fut généralement conditionnée par leur soumission à des puissances impériales, assyriennes, babyloniennes, séleucides, romaines. Leurs dirigeants furent parfois d'habiles diplomates, mais d'autres firent des choix catastrophiques qui entraînèrent le siège et ou la destruction de Jérusalem et du Temple. Qui dit souveraineté dit en théorie frontière, mais cette corrélation n'a guère de sens pour la période antique, du moins si l'on pense à des frontières clairement définies et fixes. Les sources ne mentionnent pas toujours les frontières, même lorsqu'elles se préoccupent de questions territoriales. Cela tient sans doute au fait que les données de terrain fluctuaient au gré des victoires et des défaites sur le champ de bataille et que les tracés exacts restaient flous. Même les textes bibliques, qui reflètent davantage une perspective idéologique ou théologique qu'une réalité historique, témoignent de conceptions fluctuantes des frontières. Enfin, la souveraineté israélite ou juive dans l'Antiquité a aussi impliqué le fait de dominer et gouverner des populations non israélites ou non juives. D'après nos sources, tant bibliques qu'extérieures à la Bible, il n'y eut jamais d'homogénéité ethnique des royaumes israélites ou judéens. Alors vous aurez peut-être remarqué que tout au long de cet exposé, j'ai travaillé à partir du présupposé qu'une souveraineté juive signifiait que le peuple était dirigé par des dirigeants juifs, gouverné par des dirigeants juifs, et sur un territoire correspondant peu ou prou à la Judée. Le livre du Deutéronome déclare explicitement que le roi appelé à régner sur Israël doit être l'un de tes frères. Mais est-ce le seul critère ? Le texte ajoute « Quand il se sera assis sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette Torah, afin de mettre en pratique ses lois. » Ces versets soulèvent la question du rôle de la Torah dans l'exercice du pouvoir par une collectivité politique juive qui se gouverne elle-même. En d'autres termes, dans le Deutéronome comme dans d'autres sources juives de l'Antiquité, la nature du projet politique et ses liens avec la Torah peuvent être envisagés comme un critère de la souveraineté. Les Juifs qui se soulevèrent contre les Séleucides en 167 ou contre l'Empire romain en 66 de notre ère voulaient restaurer une souveraineté juive en Judée, non seulement en se dotant de dirigeants juifs, mais aussi en remettant l'observance des lois de la Torah au cœur de la vie de l'État. Le premier livre des Maccabées et l'œuvre de Flavius Joseph témoignent du fait que, tant à l'époque des Maccabées qu'en 66 de notre ère, cela ne se fit pas sans violence. Violence à l'encontre de groupes juifs qui avaient une vision différente de l'application de ce que nos sources appellent également les lois ancestrales. La notion de souveraineté juive soulève donc aussi la question du pouvoir et de la violence exercée par des juifs sur d'autres juifs. Pour finir, j'aimerais souligner que le travail de l'historien ne comporte pas en soi de dimension prescriptive. La connaissance du passé est nécessaire à une juste compréhension du présent et peut contribuer à une réflexion sur l'avenir. Mais le passé ne se laisse réduire ni à un modèle ni à un contre-modèle. Le passé donne à penser, mais il ne dicte pas ce qui doit être, peut-être davantage ce qui ne doit pas être. De par sa complexité, il nous invite à prendre de la hauteur
et à appréhender la dimension constamment évolutive des sociétés humaines, à ne pas les figer dans des essences, que ce soit sur le plan politique, culturel ou religieux. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Catel Berthelot, pour ce magnifique exposé. Vous nous annonciez un exposé avec des cartes et des pierres. Je me réjouissais parce que Descartes, à titre personnel, je n'ai rien contre. Mais je m'en réjouis encore davantage après vous avoir écouté pour toutes les réflexions que vous nous apportez. En un sens, j'ai le sentiment que votre exposé vient compléter, d'un autre point de vue, celui de Pierre-Henri Taboyot. Pierre-Henri Taboyot nous expliquait que la souveraineté était toujours auto-limitée, et vous nous expliquiez dans ce jeu de vassalité et de souveraineté que la souveraineté est aussi hétéro-limitée. Absolument. Et qu'en quelque sorte, le concept de souveraineté est une idée d'un absolu, de la raison, qui ne trouve à s'instancier jamais nulle part, soit qu'il soit limité de l'intérieur, soit qu'il soit limité de l'extérieur, dans ces jeux que vous nous avez décrits. Merci beaucoup pour ces réflexions extrêmement profondes. Je vais donner maintenant la parole à la salle pour un tour de questions. Peut-être pouvons-nous faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire prendre une série de 2 ou 3 questions et ensuite vous rendre la parole pour que vous y répondiez d'un seul coup. Le monsieur qui est à la moitié de... Combien de questions? 2. Alors on va prendre ces 2 questions, voilà, 3 questions, et puis... Merci pour votre exposé. Une question qui vient un peu de biais comme cela, pour traiter de la question de la souveraineté. Elle a été traitée dans les évangiles selon saint Matthieu, lorsque le massacre des innocents est collé à Hérode comme un épisode particulièrement sanglant, organisé pour garder la souveraineté dans l'histoire et dans l'avenir. Qu'en pensez-vous? Deuxième question. Oui. Oui, merci pour votre exposé, très précis. Je voudrais savoir si vous avez une distinction conceptuelle quand vous énoncez parfois le terme d'israélite et parfois le terme de juif. Et puis tout au fond de la salle, Daniel. Oui. Sébastien. Merci aussi pour ta magnifique présentation. Quand tu évoques la vassalité, tu parles du tribut qui devait être payé à la puissance tutélaire. Mais est-ce qu'il y avait d'autres mécanismes ou éléments dans cette vassalité qu'on pouvait observer ou que tu as pu observer dans ces sociétés israélites ou judéennes voilà. Merci beaucoup pour ces questions. Alors, le massacre des innocents par Hérode, Hérode a la réputation dans les sources, notamment chez Flavius Joseph, d'être un roi sanguinaire. Les premiers innocents qu'il massacre, ce sont ses propres enfants, d'une certaine manière. Il décime sa propre famille. Donc, cette image d'un Hérode sanguinaire dans les évangiles, elle entre en résonance avec d'autres sources juives de l'époque. Mais il est clair dans le récit de l'évangile de Matthieu qu'il s'agit effectivement pour Hérode d'empêcher l'émergence de celui qui est pressenti comme le Messie. En fait, le récit met en scène des signes célestes notamment qui désignent l'enfant qui va naître là comme le Messie et donc comme celui qui potentiellement détrônerait Hérode pour devenir le vrai roi légitime d'Israël. Donc effectivement, on est là dans un schéma de tentative de conserver son pouvoir, mais qui est documenté par ailleurs au sein même de la famille d'Hérode. Il a éliminé certaines personnes de crainte d'être détrôné par ses propres enfants. La question israélite versus juif, alors effectivement j'ai bien conscience que dans le contexte du judaïsme français, le mot israélite résonne d'une certaine manière. Les historiens de l'Antiquité l'utilisent pour parler de la période des royaumes d'Israël et Juda, puisque dans la Bible, il est question des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, dans le premier document historique qui atteste l'existence d'un groupe humain dans cette région appelée Israël, c'est bien ce nom-là qui est mobilisé. Je fais référence à la stèle de Merneptah, fin du XIIIe siècle avant notre ère, qui encore une stèle de victoire
qui parle d'une victoire en Canaan et qui dit qu'Israël a été décimé par les armées du Pharaon. Donc c'est bien ce nom-là, en fait, qui désigne le peuple. Et donc, on parle de société israélite. On ne parle pas encore vraiment de société juive, parce qu'en réalité, le terme juif renvoie à la Judée, donc plutôt à l'époque où déjà il n'y a plus de royaume d'Israël au nord. Et en fait, même, en général, les historiens l'utilisent surtout à partir de l'époque perse, quand on parle de la province de Judée. Et la question de savoir à partir de quand on peut parler de judaïsme est un débat énorme. Il y a un livre récent de Jonathan Adler sur l'invention du judaïsme, ou les origines du judaïsme plus exactement, en anglais, où il défend l'idée que le judaïsme tel qu'il est pratiqué ensuite à l'époque rabbinique et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe seulement au IIe siècle avant notre ère, donc plus ou moins en contexte hasmonéen, que ce sont justement les hasmonéens qui imposent, ou en tout cas encouragent fortement un certain nombre de pratiques, que ce soit la pureté rituelle, que ce soit certaines pratiques liées à la cacheroute, etc. Bon, je ne vais pas discuter ici la thèse de Adler, mais donc le terme juif qui est associé à la notion de judaïsme fait l'objet d'énormes débats entre chercheurs, entre universitaires, spécialistes des périodes antiques. Mais bon, en gros, l'idée, c'est ça. C'est israélite, c'est plutôt la période biblique, et on peut commencer à parler de judéens ou de juifs, en tout cas à partir de l'époque perse. Dernière question sur la vassalité. Oui, alors le tribut, évidemment, donc ça, c'est un des indicateurs forts d'une relation de vassalité. Mais il y a d'autres obligations. Et notamment, j'ai mentionné le fait que Jean Hircan, après sa défaite face à Antiochos VII, est obligé d'accompagner Antiochos VII dans sa campagne militaire contre les Parthes. Il est obligé de mettre ses troupes, judéennes ou juives, au service de ce projet du roi Antiochos VII qui essaye de reconquérir une partie du royaume séleucide contre les Parthes. Et il y a d'autres critères, hein. C'est-à-dire il y a aussi tout ce dont les responsables et dirigeants locaux, tout ce dont ils sont privés. Par exemple, ça peut être ils n'ont pas le droit de porter certains titres, ils n'ont pas le droit d'afficher certains insignes du pouvoir, ils n'ont pas le droit de frapper leur propre monnaie. Donc voilà, dans un sens ou dans un autre, que ce soit en privant ces dirigeants de certains aspects de la souveraineté, soit au contraire à d'autres moments en leur redonnant l'autorisation de faire tout cela, ça fait varier le degré d'autonomie et baisser le niveau de vassalité. Donc c'est une relation constamment négociée en réalité, hein, selon les intérêts des puissances en présence. Mais ça peut prendre pas mal d'aspects différents. Merci beaucoup. Nous avons encore 4 minutes pour une deuxième série de questions. Encore une question. Il y en a une autre ? Je ne vois Ah oui. pas de bras levés. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui fait beaucoup réfléchir et même rêver. C'est très évocateur, et suggestif. Et je me demandais si les peuples auxquels vous faites référence, et notamment les Israélites, mais peut-être aussi les autres, dans quelle mesure ils avaient leur propre conception de la souveraineté. Est-ce qu'ils avaient une idée, une théorie de la souveraineté ? Parce que c'est une notion assez contemporaine. Et voilà. Je prends la seconde question et nous nous arrêterons là pour les questions. Vous avez évoqué l'épisode du massacre des innocents et vous l'avez attribué, comme beaucoup de textes, beaucoup de gens, à Hérode le Grand qui, normalement, d'après les chronologies des historiens, il est mort 4 ans avant. Alors, est-ce que vous pouvez préciser ce point, si c'est un descendant d'Hérode le Grand ou si c'est Hérode le Grand et comment on raccorde les choses ? Oui, alors ce n'est pas moi qui ai posé la question du massacre des innocents, c'était une question dans la salle. Et personnellement, je ne défends pas l'historicité particulièrement de ce massacre en tant qu'historienne. Par ailleurs, oui, bien sûr, Hérode le Grand meurt en 4 avant notre ère, donc de deux choses l'une. Soit le récit chez Matthieu du massacre des innocents nous conduit à dater la naissance de Jésus d'avant l'an -4, soit il faut abandonner totalement l'idée
toute historicité de cet épisode. Personnellement, je ne défends pas l'historicité de cet épisode. Alors, concernant la théorie de la souveraineté dans les sources israélites ou juives, peu importe en fait, dans l'Antiquité, alors ça aurait été un autre exposé, effectivement. On peut tout à fait faire une histoire des idées, de la réflexion des Juifs eux-mêmes dans l'Antiquité sur qu'est-ce que la souveraineté. Et les sources sont riches. Il y a matière à écrire cette histoire-là aussi. Il y a déjà dans la Bible toute une réflexion sur la royauté, avec au moins 2 courants idéologiques opposés dans les sources bibliques. Donc un courant plutôt favorable à la royauté et un courant défavorable. Avec cette idée qui a déjà été évoquée ce matin, que la seule vraie souveraineté, c'est la souveraineté divine. Donc en fait, Israël devrait dépendre de Dieu et non pas se placer sous la domination d'un roi. Donc il y a toute une réflexion autour de la royauté. C'est pour ça qu'il y a ce chapitre 17 du Deutéronome qui cherche en fait à limiter les pouvoirs du roi, justement, pour éviter la monarchie absolue, et qui pose un certain nombre de conditions. Et ce sera repris dans d'autres textes juifs par la suite, jusqu'aux sources rabbiniques. Donc il y a toute une réflexion très riche en fait sur l'exercice de la souveraineté, l'état de droit, etc. Oui, moi mon propos c'était de me situer plus au niveau des réalités historiques de ce qui a existé. Donc on ne peut pas tout faire, mais on pourrait faire un tout autre exposé, plus d'histoire des idées, précisément sur cette réflexion juive sur l'exercice du pouvoir. Je voudrais juste peut-être te poser une question ou soulever, faire une remarque. C'est que dans la Bible, ce n'est pas la relation est médiatisée. Ce sont les prophètes qui mettent des limitations au pouvoir, à la souveraineté des rois. C'est-à-dire il y a les prophètes bibliques et ils ont un rôle à jouer ils sont un rôle de médiation absolument fondamental. Et ça va disparaître après. Bien sûr, il va y avoir les prophètes exiliques et post-exiliques et qui admonestent le souverain, la souveraineté exercée de manière excessive. Et donc ça, c'est un point quand même très, très important. Hein. Oui, c'est effectivement, à l'époque des royautés d'Israël et Juda, on a dans les sources bibliques la figure du prophète contre-pouvoir qui vient admonester le roi. On a aussi beaucoup de figures de prophètes courtisans, complaisants, qui sont justement dénoncés par les vrais prophètes et critiqués pour leur attitude servile vis-à-vis du roi. Donc, post-exilique, alors. Non, je veux dire pré-exilique. Pré-exilique. Oui. Et puis on va avoir le problème au moment de la dynastie hasmonéenne, que c'est une famille de prêtres qui va prendre le titre royal. Et en plus, Jean Hircan est décrit à la fois par Flavius Joseph et certaines sources rabbiniques comme ayant été un prophète. En tout cas, ayant bénéficié du don de prophétie. Et là, on a un énorme problème, c'est qu'il y a un cumul des 3 pouvoirs, en fait. Le pouvoir sacerdotal, le pouvoir royal et le pouvoir prophétique. Et il va y avoir une contestation de la dynastie hasmonéenne à l'intérieur de la société de la Judée de l'époque. Merci beaucoup, Catel Berthelot.